Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de cette saison 2 de Block Interview. Et on commence cette saison avec l'humeur des marchés pilotée par Asher. Dans cet épisode, Asher nous présentera sa définition de la DeFi, la finance décentralisée, mais également ses mécanismes et les risques qu'apporte cette innovation dans la blockchain. Je vous souhaite une très bonne écoute, à tout de suite. La finance décentralisée. Alors la finance décentralisée, c'est un sujet qui est intéressant car c'est l'un des gros segments dans lequel la blockchain est en train de révolutionner le milieu. La particularité, c'est que c'est pour la première fois une technologie qui pourrait révolutionner l'industrie de la finance. Toutes les industries ont changé, évolué et ont accéléré dans les dernières décennies, mais c'est vrai que de par sa nature, l'industrie de la finance n'a pas vraiment bougé. Premièrement, car ça n'arrange pas les décideurs de la finance traditionnelle. Le système est très bien comme il est, en tout cas pour eux. Et deuxièmement, parce qu'il n'y avait pas non plus les technologies qui permettaient de déléguer la confiance, d'enlever les tiers et de continuer à proposer ces services d'une nouvelle façon. On n'avait simplement pas les outils. Et c'est vrai que la finance décentralisée, bien qu'elle ne l'a pas encore fait, pourrait vraiment changer le monde de la finance, le monde de la banque et le monde de la transaction en général. Alors, si je devais décanter ça en plusieurs points, le premier, ce serait à quoi ça sert ? Parce que beaucoup de gens parlent de finance décentralisée, c'est bien, c'est barbare, on utilise des mots complexes, mais globalement, il y a quoi derrière ? Alors, la finance décentralisée, ça permettrait de changer et d'apporter à la blockchain, c'est-à-dire plus de transparence, moins de tiers de confiance, moins de personnes qui choisissent, lui, il a le droit, lui, il n'a pas le droit, quelque chose de beaucoup plus équitable, basé du coup sur la technologie de la blockchain, donc tout ce système fonctionne par l'entretien et par la sécurisation d'autres particuliers. Donc, il n'y aurait pas une entité qui gérerait tout le système. Ce serait vraiment les utilisateurs qui vont rendre service et qui vont permettre d'apporter les services de la finance à d'autres particuliers. Et on peut prendre quelques exemples assez connus, comme premièrement l'échange, les échanges décentralisés. Alors, à l'échelle des crypto-monnaies, il existe des plateformes qui permettent d'échanger des crypto-monnaies en d'autres crypto-monnaies sans passer par un intermédiaire. On connaît les plateformes d'échange, Binance, Kraken, etc. Mais ça reste des plateformes custodianes. C'est ces plateformes qui détiennent votre argent et qui vont vous proposer d'échanger telle devise contre telle devise. En l'occurrence, les échanges décentralisés, vous ne parlez pas à une plateforme ou à d'autres personnes, vous parlez directement à la blockchain. Et la blockchain va vous permettre d'échanger une devise en une autre par une simple suite logique de règles en vous disant voilà, ça c'est le prix actuel de telle valeur, on en a tant en stock et on peut donc vous proposer d'échanger la valeur A contre la valeur B de façon totalement décentralisée. Et même la transaction que vous allez émettre, c'est-à-dire envoyer vos jetons pour en récupérer d'autres, eh bien vous allez utiliser les fonds d'une autre personne sur la plateforme pour réaliser ce change. La commission qui va être générée va être partagée entre les utilisateurs et les opérateurs de cette plateforme, donc les gens qui ont rendu la transaction possible, et vous allez de façon totalement décentralisée, que ce soit un dimanche dans la nuit, un jeudi matin très tôt, et de façon totalement instantanée, sans prendre en compte les heures ouvrées et les jours ouvrés en général, vous allez pouvoir réaliser votre transaction et échanger un objet ou une devise A en un objet ou une devise B. Et c'est vrai que la finance décentralisée peut aller plus loin, et on le voit comme par exemple l'application du projet Synthetix Network qui propose carrément de trader des actions boursières depuis la blockchain. Vous pouvez acheter des valeurs qui ont le même prix que les actions à Tokyo, il me semble, à l'heure actuelle, et vous pouvez acheter et revendre ça directement depuis votre clé privée, sans avoir à passer par une plateforme d'échange, sans avoir à passer par une entité qui va devoir gérer et garder pour vous vos actions et donc votre valeur, votre finance. Ça, c'est l'un des exemples de à quoi peut servir la finance décentralisée. Uniswap en est le bon exemple car c'est le plus gros échangeur décentralisé actuellement connu. Après, il y a également le système de prêt et d'emprunt. On peut prêter et emprunter de la crypto-monnaie directement avec un protocole décentralisé. Et c'est assez intéressant parce que il faut laisser une caution, évidemment. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas quelqu'un qui sait où vous habitez et qui va pouvoir venir toquer à votre porte si vous ne remboursez pas. Donc la blockchain va vous demander de laisser une caution. La particularité, c'est qu'il va falloir laisser 5 € de Bitcoin en caution pour avoir 1 ou 2 dollars de crypto-monnaie en prêt. Mais ça a quand même une utilité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la crypto-monnaie est vouée à se développer et à accélérer, à prendre de la valeur, et ces gens ne veulent pas vendre leur crypto-monnaie. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est dur quand même de satisfaire ces besoins uniquement avec des crypto-monnaies, même s'il y a les cartes de paiement Visa, par exemple, qui sont en train d'intervenir et qui nous permettent de le faire.
Le mieux étant quand même d'avoir aujourd'hui des euros ou des dollars en fonction de où vous vous situez sur le globe. Eh bien, vous pouvez prêter à la blockchain de la crypto-monnaie, elle va la mettre en séquestre, et donc je dis bien à la blockchain, puisque ce n'est pas un individu ou une banque qui reçoit votre argent, c'est bien un algorithme qui respecte des règles simples, transparentes, et qui ne peut du coup pas vous mentir, en quelque sorte. Et donc, vous allez prêter de la crypto-monnaie, donc du Bitcoin par exemple, ou de l'Ether à cet algorithme de finance décentralisée. Et cet algorithme va vous donner, proportionnellement à ce que vous avez mis sous séquestre, un certain montant en euros ou en dollars, vous permettant de rester exposé au marché de la crypto-monnaie, tout en ayant de quoi vivre au jour le jour, puisque vous avez besoin de vous nourrir, et tout le monde n'accepte pas encore, du moins je l'espère, le Bitcoin. Et du coup, si jamais le Bitcoin fait x10, vous avez juste à rembourser les dollars ou les euros que vous avez empruntés pour récupérer votre stock de crypto-monnaie qui, lui, aura pris de la valeur. Et un dernier exemple, parce que je pourrais en citer énormément des exemples de finances décentralisées, mais pour donner un dernier exemple de à quoi ça sert, je reviendrai sur l'assurance. En effet, aujourd'hui, quand on s'assure, on prête tous de l'argent à une entreprise qui va juger qui a vraiment respecté les termes de l'assurance en cas de sinistre et qui mérite d'être remboursé et d'être couvert. Eh bien, la blockchain elle-même permet de faire ça. Et pour illustrer ça, je vais donner un exemple, l'exemple de Just Mining. Notre société d'investissement dans la blockchain ne trouve pas d'assureur. Pas faute d'avoir essayé, soit on en trouve, mais ils demandent des montants qui sont colossaux et qui sont même pas raisonnables, des montants qu'on ne pourrait même pas se permettre de payer, ou alors on a trouvé des solutions décentralisées. En gros, c'est presque nos clients qui vont pouvoir nous assurer, par exemple. Imaginons qu'on crée une pool de finances décentralisée avec un protocole qui fonctionne et qui permet à tout le monde de prêter de la crypto-monnaie dans un compte séquestre. Cette crypto-monnaie est rémunérée à hauteur de 1, 2 ou 3% par an, par exemple, en fonction des risques que les prêteurs vont prendre. Et par contre, en cas de sinistre, si un sinistre arrive, si un jour, par exemple, on a un problème technique, il y a une perte de fonds, à ce moment-là, et sous certaines conditions, et après l'aval d'un auditeur externe, évidemment, la blockchain ne peut pas encore intervenir chez nous et vérifier tout ça, eh bien, on va pouvoir saisir les fonds qui ont été mis dans ce compte séquestre afin de couvrir le sinistre. Et s'il n'y a pas de problème, et ça reste quand même l'objectif du système de l'assurance, c'est de toujours prévoir le pire, mais d'éviter qu'il arrive, eh bien, si cette situation arrive, on va pouvoir taper dans les fonds, mais si elle n'arrive jamais, eh bien, chaque année, on va rémunérer les prêteurs, et ils vont pouvoir à tout moment décider de renforcer ce qu'ils ont mis sous séquestre, ou au contraire, quand ils n'ont plus confiance, ou quand ils estiment que le risque n'en vaut pas la chandelle, ils peuvent retirer les fonds qu'ils ont mis de ce séquestre. C'est un moyen donc de s'assurer et de se garantir entre particuliers sans avoir un établissement qui va prendre sa commission, puisque la commission est reversée uniquement aux prêteurs et donc aux autres particuliers qui vont rendre ça possible. C'est l'un des exemples de ce qui pourrait être fait à l'avenir avec la finance décentralisée. Il y a des projets qui bossent sur le sujet, mais il n'y a encore rien de totalement abouti à l'heure actuelle, même si l'essor de la finance décentralisée va rendre ça possible très bientôt. Alors le deuxième gros point, ce serait pourquoi maintenant ? Pourquoi la finance décentralisée explose ? Parce que mine de rien, la technologie existe depuis un moment. Eh bien, deux grosses réponses là-dessus. Premièrement, le fait qu'en 2017, il y a l'Ether qui est arrivé dans le jeu et qui a rendu tout ça possible. Alors le Bitcoin le permettait déjà, mais de façon beaucoup plus complexe. L'Ether a vraiment simplifié et familiarisé cette technologie en rendant les protocoles décentralisés grâce aux smart contracts, donc qui sont des petits contrats intelligents qui vont en fait donner des règles et des conséquences à la blockchain en mode si quelqu'un fait ça et qu'il remplit telle condition, alors donne-lui ce droit ou alors donne-lui cette chose par exemple. Et donc ça a simplifié tout ça en 2017, mais il a fallu que jeunesse se fasse, que les gens prennent en main cette technologie et que l'être humain ait des idées, qu'il essaye, qu'il échoue et qu'avec ses échecs, il en tire des conclusions, qu'il recommence jusqu'à trouver des vraies solutions utiles et qui étaient plus pertinentes que les outils qu'on avait aujourd'hui. C'est bien beau d'utiliser la blockchain, mais si c'est pour faire ce qu'on peut déjà faire avec d'autres technologies, ça n'avait pas de sens. Et donc il a fallu du temps, en l'occurrence 2-3 années, avant que les gens créent les premiers projets décentralisés de finance. Mais je sais que par exemple en 2018, il y avait déjà Synthetix Network qui commençait à développer de la finance décentralisée, donc très peu de temps après l'arrivée d'Ether. Donc c'est simplement le temps que jeunesse se fasse, et c'est pour ça je pense qu'on en entend parler aujourd'hui. Après il y a le fait qu'il y a l'adoption, il y a de plus en plus d'utilisateurs, parce que mine de rien, même si c'est des bons produits, à l'époque où il n'y avait pas d'utilisateurs, on a beau avoir la meilleure voiture au monde, si personne ne sait ce que c'est, elle n'a aucune valeur. Et donc il a fallu que l'offre et la demande se rencontrent, et donc pour qu'il y ait de la demande, il a
a fallu qu'il y ait des gens qui comprennent qu'est-ce qu'était la finance décentralisée et en quoi ça pouvait changer le monde de demain, avant que les investisseurs, bien sûr, s'emparent de cet environnement, investissent massivement énormément de fonds et qu'on se retrouve avec des jetons dans la finance décentralisée qui ont des valeurs qui explosent à la hausse. Alors le troisième point, ce serait les risques. Imaginons que vous trouvez un protocole décentralisé et que vous pouvez prêter de la crypto-monnaie. Quel est le risque? Alors pour moi, il y en a deux, en tout cas deux catégories. Le premier, c'est le risque technique. Par exemple, vous prêtez de l'argent à un protocole décentralisé. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas une backdoor? Donc une backdoor, c'est une erreur volontaire dans le code qui va permettre aux développeurs, bien que ce soit une blockchain et bien que personne ne la contrôle, s'il a mis une backdoor cachée, il pourrait à tout moment vider l'intégralité des crypto-monnaies qu'il y a dans le contrat. Et vous qui pensiez avoir prêté de la crypto-monnaie à une blockchain qui n'a aucune chance de vous voler en quelque sorte, ben vous vous retrouvez volé parce qu'il y avait une backdoor dans le contrat. Et comme vous n'avez pas, tout comme moi, j'imagine, les compétences d'auditer un smart contract complet pour voir s'il y a une erreur et pour voir s'il y a une backdoor, et vous vous êtes fait avoir. Ça, c'est le premier risque technique. L'avantage, c'est qu'encore une fois, si vous et moi, on va prêter 1 000 € à un protocole décentralisé pour le faire fonctionner ou encore à une assurance décentralisée, eh bien, on va sûrement pas faire auditer le code. On n'aura sûrement pas ni les compétences techniques, ni les moyens pour un prêt de 1 000 € de payer 4 ou 5 000 € de développeurs qui vont auditer ce code et vérifier qu'il soit vraiment solide et sans danger. Par contre, les protocoles décentralisés où il y a des gens qui vont déléguer 50, 100, 200 millions d'euros, eh bien ces gens-là, et heureusement pour nous, ils vont faire des due diligence en amont, ils vont vérifier qu'il n'y a aucun risque. Et c'est pour ça que je vous dis, pour éviter ces risques techniques, concentrez-vous sur des protocoles qui ne sont pas tout jeunes, des protocoles qui ont été audités, si possible, par des auditeurs connus, comme Certic, qui sont des gros auditeurs de code, mais il y en a plein d'autres, assez connus dans le monde, des gens qui ont vraiment audité, qui ont dit, voilà, ce code n'a aucun risque. Alors encore une fois, il y a différents types de risques, mais aucun risque technique dans le sens où il n'y a pas de petite ligne de code faillible ou du moins de ligne de code qui fait que le développeur en chef peut à tout moment décider de récupérer l'argent des gens qui ont délégué à la blockchain en pensant déléguer ça à un organisme décentralisé. Ça, c'est le premier point. Se concentrer sur des protocoles qui sont assez vieux, le plus vieux possible, parce qu'on rappelle que c'est une technologie qui existe depuis 2-3 ans, et ensuite se concentrer sur des protocoles où il y a déjà eu beaucoup de valeur, parce que si vous ne pouvez pas faire la due diligence et vérifier la véracité du code, certains, notamment ceux qui vont mettre beaucoup d'argent, vont le faire à votre place. Et le deuxième point, c'est le fait qu'il y a des scams. Alors, il faut faire attention entre finance décentralisée et ceux qui se disent être de la finance décentralisée. Parce que oui, c'est bien beau de lancer un projet, de dire oui, finance décentralisée, deep learning, informatique quantique, intelligence artificielle. C'est bien beau de mettre des mots compliqués, pour deux raisons. Premièrement, ça fait un effet waouh, waouh, c'est le futur, c'est la technologie. Et en plus de ça, c'est tellement compliqué que l'auditeur ne comprend pas. Du coup, soit il fait confiance au système parce que ça a l'air révolutionnaire, soit il veut tout comprendre et c'est tellement compliqué à comprendre qu'il n'a pas le niveau. Et donc voilà, soit on accepte d'être idiot et de faire partie de ce système, soit on l'accepte pas. Et donc la bonne réponse, c'est de se renseigner, de travailler et d'arrêter de croire à tous ces gens qui viennent avec des mots barbares et qui alignent 20 ou 30 buzzwords en espérant vous convaincre. Il faut faire ses propres recherches et quand vous ne comprenez pas, vous n'y allez pas. Simplement, il y a de plus en plus de gens qui vulgarisent, de gens qui expliquent et de moyens de vérifier si c'est sérieux ou non. Et donc il faut vraiment faire ce travail d'éducation qui reste la première étape de tout investissement, de toute solution, de toute acquisition. On doit se renseigner avant de prendre une décision, surtout quand on engage de l'argent. Qui plus est, je le rappelle, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. En tout cas, c'est ce qu'il faut avoir en tête quand vous investissez dans des protocoles et dans des technologies très jeunes et donc à fort potentiel et donc forcément à fort risque. Je rappelle que l'argent rapide existe, mais pas l'argent facile. Si vous pouvez gagner beaucoup d'argent rapidement, c'est parce que vous pouvez perdre beaucoup rapidement. Il n'y a pas de secret. Le ratio risque-gain a toujours été le même. Et donc, il faut le garder en tête. Ensuite, et c'est sur le mot de la fin sur lequel j'aimerais terminer, je pense vraiment que la finance décentralisée, c'est le futur de la banque. C'est le futur de la finance et qu'on va pouvoir remettre un petit peu d'équité et un peu plus de décentralisation là où quelques acteurs gèrent le monde entier et gèrent tout son fonctionnement d'un point de vue financier. Quelques acteurs par pays, quelques acteurs par continent, bien entendu. La particularité, c'est que j'ai peur que ça fasse comme les ICO. Les ICO, je le rappelle, c'est une super méthode de financement basée sur la crypto-monnaie et sur l'émission de jetons. Sauf qu'en 2017, c'est devenu un effet de mode. C'est-à-dire que même des projets pourris
arrivaient à lever des millions et des millions d'euros parce qu'ils faisaient une levée de fonds en ICO. Ce qui veut dire que les gens ne regardaient plus si le projet était bon ou si le projet était mauvais. Les gens regardaient, est-ce qu'il va faire une ICO? Oui, alors on achète. Et du coup, il y a eu une mode où il y a eu des super projets qui ont levé des fonds grâce à ça, mais il y a aussi des projets pourris qui ont levé des fonds et qui ont fonctionné juste parce que c'était la mode. Et le problème, c'est qu'après, quand c'était plus la mode des ICO, quand les gens ont arrêté d'investir dans cette méthode de levée de fonds, il y avait des vraies bonnes entreprises avec des vrais fondamentaux, des vraies solutions intelligentes qui ont essayé de lever des fonds, mais comme c'était via une ICO, plus personne n'a accepté de leur prêter de l'argent, et du coup, plus personne n'a utilisé cette méthode, et des très bons projets ont eu un échec lors de leur ICO, de leur financement, simplement parce que ce n'était plus la mode, tout simplement. Et c'est dommage, car ça reste un super bon outil. Mode ou pas mode, l'outil reste le même, tout comme quand le Bitcoin perd la moitié de sa valeur ou quand le Bitcoin fait x2. La technologie derrière reste la même. Ce n'est que la spéculation, ce n'est que l'être humain et les investisseurs qui in et out, donc qui vont investir et qui vont retirer de l'argent, qui vont définir si c'est la mode ou non. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent « Ouais, les ICO, c'était en 2017, ça c'est fini ». Non, c'est pas fini, c'est une super bonne méthode. Fondamentalement, elle est intelligente, elle permet de régler plein de problèmes que d'autres levées de fonds ne permettaient pas de faire. Mais pourtant, on se tourne de moins en moins vers les ICO parce que c'est considéré comme has-been. C'est plus le moment, c'était avant. Et j'aimerais juste que ça fasse pas la même chose avec la finance décentralisée, parce que du coup, il y a des gens qui se font passer pour des projets de finance décentralisée alors qu'ils n'en sont pas du tout. Il y a des gens qui utilisent cette euphorie et ce FOMO, cette peur de rater le train, pour que des gens investissent des millions dans des projets qui vont disparaître dans quelques mois et qui vont, en partant, embarquer avec eux une petite partie de l'image que les gens avaient de la finance décentralisée, parce que débutant ou pas débutant, quand on met de l'argent sur un protocole et que ce protocole s'effondre ou que le fondateur se sauve avec l'argent de tout le monde, eh bien, on en veut à la finance décentralisée, alors que c'est pas elle le fautif. Le fautif, c'est la personne qui avait un esprit malhonnête et qui a profité de cette complexité technologique pour, on va dire, enrôler des gens et leur voler leur argent. C'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer les deux. Faites attention. Tout ce qui est dit finance décentralisée n'est pas réellement de la finance décentralisée. Et même si en ce moment c'est la mode, peut-être qu'un jour ce ne sera plus la mode, mais il ne faudra pas en tenir rigueur à la finance décentralisée qui, elle, aura toujours ses fondamentaux, aura toujours une raison d'être et aura toujours surtout des solutions à apporter à des problèmes qui n'ont pas encore de solution aujourd'hui. Et c'est vraiment ça que je voudrais donner, car si on veut qu'un jour la finance décentralisée, je ne vais pas dire change tout le monde financier et tout le monde bancaire, mais le fasse grandir dans le bon sens et en apportant un petit peu plus d'équité à cet environnement, eh bien il faudrait se rendre compte que même quand ce sera peut-être plus la mode de faire des x5 sur toutes les crypto-monnaies avec finance décentralisée dans leur nom, eh bien il y aura toujours cette valeur et il y aura toujours des choses à aller chercher. C'était Owen Simonin, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Asher et j'espère vraiment que vous partagez certaines de ces idées. Et si ce n'est pas le cas, expliquez-moi en quoi vous n'êtes pas d'accord, faites évoluer et faites grandir mon jugement afin qu'on puisse toujours partager ces valeurs à un maximum de monde et en essayant de rester toujours ouvert à la critique, mais surtout au changement parce que tout va très vite, tout évolue et il faut être capable de faire évoluer son discours également. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode de l'humeur des marchés avec Asher. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour suivre tous les prochains épisodes, puisqu'il y a d'autres voix qui vont arriver sur Block Interview dans les prochaines semaines. Et avant de partir, je souhaite remercier Tony Ling qui a fait le tapis de cet épisode et même de cette rubrique. Pour rappel, pour les gens qui ne le savent pas, un tapis c'est l'environnement musical, l'environnement sonore, qui est derrière ma voix en intro et en conclusion. Là, juste là, si je m'arrête. Voilà, c'est sa compo. N'hésitez pas à aller le voir sur SoundCloud. Il fait un super boulot de composition musicale. Donc voilà, allez lui donner de la force. Merci encore, Tony, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. À la semaine prochaine. Ciao!